Si tu as tendance à beaucoup te critiquer parce que tu procrastines, parce que tu peux te fermer, être beaucoup dans l'évitement, te mettre en colère ou au contraire, contrôler et être, beaucoup trop dans l'empathie avec les autres, cette vidéo va te parler. Souvent, on parle de nos blocages comme si c'était des défauts, mais dans cette vidéo, je veux vraiment te montrer que ces blocages, ces mécanismes de défense, c'est avant tout des choses qui nous protègent. C'est des choses sans lesquelles on serait dans beaucoup de fragilité, dans beaucoup d'angoisse, et qu'en fait, on peut avoir beaucoup de gratitude pour ces mécanismes de défense, que c'est des solutions et pas que des problèmes. Mais bien sûr, c'est des solutions qui ont un prix et qui peuvent nous pourrir la vie. Donc dans cette vidéo, je vais bien sûr te montrer comment faire pour sortir de tout ça. Et au-delà de faire la paix avec nos blocages et nos mécanismes de défense, comment faire pour petit à petit en avoir de moins en moins besoin. Je suis psychologue depuis 10 ans et il y a tellement de mes patients qui s'exaspèrent et qui se culpabilisent à cause de leurs blocages. Et c'est souvent très libérateur pour eux de voir qu'en fait, ces blocages, ils sont vraiment là pour les aider, qui leur ont souvent même sauvé la vie. Et quand ils se rendent compte que, heureusement, en fait, que ces mécanismes étaient là, ça commence à s'assouplir. Ils peuvent petit à petit commencer à avoir d'autres modes de fonctionnement. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider sur ce chemin-là. Quand on parle de blocage, on a souvent l'impression qu'on parle de quelque chose de négatif. Et même quand on parle de mécanismes de défense, souvent les gens, ils s'agacent contre eux-mêmes, ils disent: «Oh là là, mais j'ai encore des mécanismes de défense qui sont là, qui m'empêchent» et cetera. Et bien sûr que ces mécanismes de défense, souvent, ils ont tendance à un peu nous pourrir la vie. Parce que quand on est sur la défensive, on agit d'une manière qui peut être désagréable pour nous-mêmes, pour les autres. Mais avant tout ça, ces blocages, ils sont là vraiment pour nous protéger. Ils sont là vraiment pour nous défendre. Comment est-ce que, ça se met en place? En fait, on a des parts de nous qui se constituent souvent pendant notre enfance, mais qui peuvent se constituer plus tard, qui sont particulièrement blessées, qui sont particulièrement vulnérables et fragiles. C'est les parts de nous qui souffrent, en fait. Parce que on a été rejeté, on a été abandonné, on a connu beaucoup trop de solitude, de carence ou tout autre type de blessure. Et en fait, si on était tout le temps en contact avec cette vulnérabilité, ça pourrait être trop difficile. Et en fait, les protecteurs, ils apparaissent quand une partie de nous qui est vulnérable est réactivée. Et ils nous permettent de pas ressentir la souffrance dans ces moments-là. Alors parfois, on sent quand même la souffrance, mais en fait, pas forcément. Et ces blessures, c'est des blessures souvent qu'on a depuis l'enfance, mais qui n'ont pas été guéries et qui nous suivent jusqu'à l'âge adulte. Parce que les blessures qu'on a eues pendant l'enfance, elles sont particulièrement profondes, surtout quand c'est des schémas qu'on a vécus maintes et maintes fois, souvent dans notre famille d'origine, et puis ensuite parfois à l'école, dans nos relations, etc. Et elles ont été réactivées beaucoup au fur et à mesure de notre vie, donc elles se sont encore approfondies quand elles n'ont pas été guéries. Donc on a toutes ces blessures, tous ces endroits de nous qui se sentent vulnérables, qui se sentent mal, et nos protecteurs, ils vont être là pour ne pas qu'on ressente ça de manière frontale. Par exemple, imaginons que une de nos blessures, c'est la carence affective, la solitude. Et donc, à chaque fois qu'on se retrouve chez nous, tout seul, cette blessure-là, elle est hyper activée. Le déclencheur dans le présent, c'est « je suis seule chez moi ». Mais si on ressentait ça de front, eh bien, on serait dans une espèce de désespoir, de sentiment d'impuissance, on ressentirait la solitude hyper fort et ce serait trop dur, on ressentirait une espèce d'angoisse terrible parce que pour l'enfant, ce qui est réactivé, il faut bien voir que pour le petit enfant, la solitude, c'est du danger. Parce que le petit enfant, il n'est pas fait pour être seul, le petit enfant qui est seul, il est réellement en danger dans son système à lui. Alors qu'en tant qu'adulte, quand on est seul, on n'est pas en danger de la même manière parce qu'on peut s'occuper de nous. Le petit enfant, il est totalement dépendant, physiquement, émotionnellement, de ses parents, de ses figures d'attachement. Et donc, du coup, la solitude, elle est associée au danger, et donc, forcément, elle va créer de l'angoisse. Et donc, à l'âge adulte, déclencheur du présent, la solitude, pour ne pas être en lien avec l'angoisse, on va avoir un certain nombre de protecteurs. Je vais te faire ensuite la liste de tous les protecteurs. Pour l'instant, je t'explique les mécanismes globaux, mais après, bien sûr, je vais te montrer tous les protecteurs les uns après les autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens, quand ils sont seuls, les protecteurs qui vont s'activer, ça va être l'anesthésie. C'est-à-dire, c'est tellement difficile de ressentir la solitude qu'on va se débrouiller pour pas la ressentir, et ça va être soit
manger, par exemple. Ça va être se dissocier en regardant les écrans. Ça va être dans la suractivité. Donc ne jamais se poser et faire plein de choses. Donc les écrans, regarder des séries et en fait, toutes ces choses-là, c'est des protecteurs. Des protecteurs évitement, des protecteurs anesthésie, qui permettent, en fait, tout simplement, de pas ressentir de front. Un autre protecteur, par exemple, qui peut se mettre en place, c'est la colère. La colère, c'est une émotion qui a beaucoup d'utilités différentes, mais une des utilités de la colère, c'est cette utilité de protecteur. Si on a une émotion de vulnérabilité, par exemple, quelqu'un nous insulte, eh bien ça peut réactiver, cette pensée de «je suis nul». Ça peut réactiver, vraiment un sentiment de très, très, très mauvaise estime de soi, ça peut réactiver beaucoup de honte, ça peut réactiver mais en fait la honte, la vulnérabilité comme ça, c'est quelque chose de très, très dur à ressentir. Donc pour éviter de ressentir «je suis nul», honte toxique, culpabilité et cetera, quand la personne nous insulte parce qu'en fait ça réactive ça chez nous, eh bien on va activer le protecteur colère. Et là, on va dire: «Oh là là, mais franchement, pourquoi la personne elle» et on va peut-être insulter nous-mêmes la personne, on se met sur la défensive. Et en fait, cette colère, elle va vraiment nous permettre, en fait, de pas être en contact avec ce qu'il y a derrière et qui est probablement pas gérable. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces protecteurs, ils se mettent en place qu'on n'a pas la ressource d'entrer en lien avec notre vulnérabilité. C'est-à-dire que rentrer en lien avec notre vulnérabilité, ça demande une grande solidité psychique. Ça demande suffisamment de ressources, j'allais dire à la fois dans l'absolu, mais aussi au moment T. Et il y a des gens qui vont pouvoir rentrer en lien avec leur vulnérabilité dans l'absolu, mais pas forcément à tous les moments, parce qu'il y a des moments, c'est pas le moment de se sentir vulnérable. Et du coup, le protecteur, à ce moment-là, il vient. Mais il y a des gens qui ont du mal à se sentir vulnérables dans l'absolu. Soit parce que il y a tellement, en fait, de souffrance et tellement peu de sécurité, ils ont tellement jamais été acceptés quand ils étaient vulnérables, qu'eux-mêmes n'arrivent pas à créer cet espace de sécurité. Donc, vraiment, les ressources, ça peut être intérieur ou extérieur. Ça peut être à la fois une forme de solidité intérieure, ça peut être une bonne estime de soi, ça peut être le fait d'avoir, d'être reposé tout simplement. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être d'avoir suffisamment de connaissances intellectuelles aussi pour pouvoir se contacter, et nos contenus, intérieurs et qu'ils aient du sens parce que le fait de donner du sens à ce qui nous arrive, ça augmente nos ressources aussi. Mais les ressources, ça peut être aussi des ressources extérieures, par exemple un ou une thérapeute, des proches qui sont sécurisants, qui nous aiment, qui nous acceptent comme on est. Ça peut être, voilà, un certain nombre de choses intérieures ou extérieures qui font que on se sent en sécurité de rencontrer nos vulnérabilités. Mais si il n'y a pas une sécurité suffisante, eh bien, rencontrer nos vulnérabilités, ça va être trop difficile. Parce que si on le faisait un peu de front, eh bien, on se retrouverait avec la vulnérabilité qui prend toute la place, en fait. C'est comme si on ne pouvait pas la contenir. En fait, rentrer en contact avec une vulnérabilité, si on n'a pas la ressource de la rencontrer, c'est quelque chose qui peut être, très effractant, très très trop, en fait. C'est trop de souffrance, c'est trop, en fait. Et ça peut être très traumatisant, ou re-traumatisant en l'occurrence, puisque c'est des contenus internes. Et donc, quand les protecteurs se mettent en place, et ça peut arriver aussi, en thérapie avec mes patients, moi c'est quelque chose que j'honore vraiment et où je vais pas essayer de dire: «Ah non, le protecteur est là, il faut pas, il faut passer à côté», parce qu'en fait ce qu'on veut c'est aller, guérir le truc derrière, non, non, non. En fait, si le protecteur est là, ça veut dire qu'il y a pas suffisamment de sécurité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, d'être reconnu et on peut travailler avec les protecteurs, on peut faire un certain nombre de choses, mais par contre, c'est le signe qu'au moment où le protecteur arrive, eh bien, il y a pas suffisamment de ressources pour rentrer en lien avec ce qu'il y a derrière et le protecteur, il a besoin d'être là. Et donc ça indique aussi, des choses parce qu'en thérapie, on peut dire: «Oh là là, mais pourquoi j'arrive pas à me montrer vulnérable?» et cetera. Mais en fait, pour des très bonnes raisons. Notre système, il a une intelligence vraiment incroyable et si on n'arrive pas à lâcher prise, eh bien, en fait, tant mieux. Dans le sens où c'est pas nous qui avons un problème de pas pouvoir lâcher prise ou de pas pouvoir être vulnérable ou de pas pouvoir pleurer ou de pas et cetera. C'est que quand notre système est pas en sécurité, mais heureusement qu'on ne lâche pas prise quand on n'est pas en sécurité. Heureusement qu'on ne se lâche pas si on a peur de tomber. Donc il y a vraiment, cette idée d'honorer nos protecteurs
et de les respecter et d'avoir beaucoup de gratitude pour eux. Moi, je compare souvent les protecteurs à une nounou qui sait très bien occuper de nous, parce qu'en fait, une nounou qui sait occuper de nous, ben, c'est parce qu'on était trop petits pour s'occuper de nous nous-mêmes. Donc si elle nous laisse pas manger tout seul ou traverser la route tout seul et cetera, c'est parce qu'on n'est pas encore capable de le faire sans se mettre en danger. Et quand on n'a plus besoin de notre nounou parce qu'on est suffisamment grand pour faire tout seul, on ne va pas dire: «Ah nounou, bah maintenant j'ai plus besoin de toi, dégage». On va lui dire: «Merci d'avoir été là, merci de m'avoir maintenue en sécurité, maintenant j'ai plus besoin de toi, mais heureusement que tu as été là pour me protéger et pour prendre soin de moi». Et c'est vraiment cette attitude que j'invite à avoir envers les protecteurs, parce que c'est ça qui permet d'honorer vraiment la réalité psychique de ce qu'ils font pour nous, et puis, d'avoir une relation avec nous-mêmes qui est pas dans la culpabilité et qui est au contraire dans quelque chose de beaucoup plus dans une compréhension beaucoup plus globale, où on se dit: «Mais en fait, je me protège, mais il y a des bonnes raisons. Je fais pas ça juste parce que, je suis, vraiment trop nulle pour être vulnérable», en gros. Et donc du coup, là, j'ai envie de te parler des différents types de protecteurs. Ce qui est intéressant, c'est que souvent ces protecteurs, on se rend pas compte que c'est des protecteurs. On se dit que c'est des aspects de notre personnalité, parfois on se dit que c'est nos défauts, mais en fait, c'est pas du tout notre personnalité, c'est des choses qu'on met en place pour se protéger, et une fois qu'on n'a plus besoin de se protéger, ces choses-là peuvent disparaître ou largement diminuer. C'est nos stratégies de défense préférentielles, parfois on peut en avoir plusieurs, mais c'est vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes à vraiment considérer comme des protecteurs et pas juste comme quelque chose que je fais. Donc, la première chose, et j'ai fait une vidéo là-dessus avant que je te mets ici, qui parle vraiment de ce protecteur en particulier, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est vraiment le fait de se méfier des autres, de faire attention de tout contrôler, que les choses soient toujours faites à notre manière. Ça peut être de se contrôler nous-mêmes, mais aussi de contrôler les autres pour qu'ils fassent les choses d'une manière qui nous fait pas nous sentir anxieux. Et c'est une espèce d'hypervigilance qu'on a tout le temps. Et donc le contrôle, c'est vraiment le fait de vouloir que les choses soient tout le temps de la manière dont on l'a décidé, parce que ça nous permet de nous protéger, du chaos, ça nous permet de nous protéger du danger de l'imprévisible, que les choses restent, exactement, comme on avait décidé, parce qu'en fait, souvent, on a vécu beaucoup de dangers et d'imprévisibilité dans notre vie, et aussi c'est beaucoup lié à l'abandon, parce que souvent, on contrôle les personnes pour sentir qu'on peut s'appuyer sur les autres et que les personnes ne nous lâchent pas, ne nous abandonnent pas. Et donc ça, c'est un protecteur qui arrive très, très souvent, voilà, pour les personnes qui ont connu beaucoup d'imprévisibilité, de danger et de chaos dans leur vie. L'hyperactivité, c'est donc le fait de toujours être en train de faire, de tout le temps être occupé, de toujours remplir le vide dans nos journées, de tout le temps être en mouvement, de pas pouvoir parfois même s'asseoir et rien faire. Parfois, il y a l'idée que, si on s'assoit et rien faire, on est inutile, et donc on cherche à se protéger, à protéger notre estime de soi, de l'idée de notre propre inutilité, parce qu'on a l'impression que notre valeur dépend de ce qu'on fait pour les autres. Mais l'hyperactivité, ça peut aussi juste, nous protéger du vide, de créer de l'espace, un espace dans lequel on peut ressentir ce qui se passe en nous. Parce qu'en fait, si on ressent ce qui se passe en nous, on va ressentir toutes nos parts vulnérables. Donc pour ne pas être en contact avec nos parts vulnérables, on va constamment être dans l'hyperactivité pour être en contact avec autre chose, pour saturer notre, conscience de tout ce qu'on a à faire, de toute la to-do list, de toutes les activités, et d'être tout le temps dans une espèce ben, du coup, ça mène à l'épuisement et au burn-out, hein, bien sûr, ce mécanisme de défense-là. Mais ça nous permet de pas vraiment être en contact avec nous-mêmes, parce que il faut bien voir que nos blessures, elles résident dans notre corps. C'est-à-dire qu'elles résident sous forme de tensions. On peut parler d'enfants intérieurs, mais on peut aussi parler de tensions, qui sont dans notre corps et qui peuvent se réveiller si on ouvre un espace de présence. Et donc pour ne pas être présent à nous-mêmes, on va être dans l'hyperactivité, et ça va nous permettre de nous protéger quand on n'a pas les ressources de nous rencontrer nous-mêmes avec présence et conscience. Et ça nous permet de pas être en contact avec ce qui pourrait émerger, à savoir souvent une forme de solitude, de tristesse, de manque, de vide. Et c'est ça, en fait, dont on essaie de se protéger souvent par l'hyperactivité. Et un sentiment que je suis pas bien comme je suis pas assez, et qui peut être très difficile, donc on en fait toujours, toujours plus, par peur de pas être assez. Le perfectionnisme et l'hyperexigence, ça protège souvent de la honte, du rejet, de la critique. Parce qu'en fait, on va se dire que si on est parfait, si on fait tout exactement comme il faut,
eh bien, on va être aimé, on va pas être rejeté, on va être accepté. Et c'est souvent des personnes qui ont reçu un amour très, très conditionnel. Je parle de ça, j'ai une vidéo sur le perfectionnisme que je te mets là. Et en fait, quand on a reçu ce type d'amour de «je t'aimerai que quand tu feras ça, que si tu fais ça» et cetera, en fait, on va constamment être dans une forme d'hyper exigence de se dire: «Bah, en fait, si je suis pas tout le temps parfait, si je suis pas tout le temps au top, eh bien, on va me rejeter». Et donc cette angoisse-là, on s'en protège en essayant d'être tout le temps extrêmement comme il faut. Et le critique intérieur, qui est assez similaire au perfectionnisme, mais un peu différent, c'est aussi un protecteur qui vient aussi de l'amour conditionnel. C'est-à-dire que c'est une partie de nous qui va constamment dans notre propre tête nous critiquer avant que les gens puissent nous critiquer. Et en fait, ça nous permet quelque part de nous contrôler nous-mêmes, comme le perfectionnisme permet de nous critiquer, permet de nous contrôler de manière à être comme il faut pour les autres. Le critique intérieur va nous permettre d'être comme il faut pour les autres, de manière à ce que les gens, finalement, ne nous critiquent pas trop, parce qu'on va anticiper la critique. Et puis, on va aussi, quelque part, la critique des autres va peut-être moins nous atteindre, parce que si on se dit toute la journée qu'on est moche ou qu'on n'est pas comme il faut, ou qu'on est, enfin, toutes les choses qu'on peut avoir quand on a un critique intérieur très très fort, et bien en fait, quand les autres vont nous le dire, ou qu'on va imaginer que les autres nous le disent, parce que parfois, souvent on a très très peur du jugement des autres là-dedans, eh bien ça va nous atteindre peut-être un peu moins, parce qu'on se sera tellement critiqué nous-mêmes qu'on aura normalisé le fait qu'on puisse penser ça de nous, et le fait que, bah, en fait, c'est vrai, de toute façon, je suis moche. Et donc, c'est une défense qui a un prix qui est très élevé, parce que le fait de se critiquer intérieurement, dans notre tête toute la journée, c'est extrêmement violent. Mais le but, à la base, c'est quand même de nous protéger. Il y a une autre catégorie de protecteurs qui sont l'évitement et l'anesthésie. Ça, c'est vraiment tout ce qui est, par exemple, scroller pendant des heures, tout ce qui est addiction, par exemple à la nourriture, aux drogues, le fait de se distraire, l'addiction aux jeux vidéo, de partir beaucoup dans sa tête, l'hyper-intellectualisation aussi, ça permet, d'éviter de ressentir, en fait, tout ce qui va nous empêcher de ressentir. Le fait d'être beaucoup dans sa tête, d'être dissocié de son corps. Et toute cette catégorie-là de protecteurs, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, comme tous les autres protecteurs, de nous dissocier de ce qui est trop dur en nous anesthésiant, en n'étant pas dans notre corps, et donc on est ailleurs et dans un endroit où ça va, où c'est pas trop. Potentiellement dans un endroit où il y a du plaisir, qui peut être dans la nourriture, dans le fait de se remplir, avec certaines drogues, de vivre des choses qui sont plaisantes et de pas être en contact avec les choses qui sont trop dures, en fait. L'hyperhédonisme aussi, de manière générale, le fait de toujours rechercher le plaisir et de tout le temps fuir la souffrance. En fait, c'est toute cette catégorie de choses. Et en fait, on peut associer toutes ces stratégies-là à un manque de volonté, à de la paresse, à quelque chose comme ça, de très négatif, dans le sens où, ben, souvent on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, en fait, quand on se livre à toutes ces activités, contrairement par exemple à l'hyperactivité, où on peut par exemple trop travailler, où en fait ça c'est quelque chose, qui est plutôt bien vu par la société parce qu'on se voit comme actif, comme performant, et cetera. Mais en fait, toutes ces stratégies d'évitement dans l'anesthésie, c'est quelque chose où on se verra souvent de manière très négative, mais en fait, c'est pas du tout une question de volonté, puisque le but, c'est de nous protéger. Et en fait, moi j'ai bien vu, même dans mon parcours personnel de psychothérapie, et là je le vois parce que les derniers temps, c'est vraiment de plus en plus je suis en contact avec moi-même, plus j'arrive à rentrer en lien avec moi-même de manière empathique, plus j'arrive à être là pour moi-même, avec mes parties vulnérables, parce que je suis en train de construire de la sécurité, parce que j'arrive à être en empathie pour moi-même, parce que j'arrive à sécuriser les parts de moi-même qui sont les plus vulnérables en entrant en lien empathique avec elles, et à rester là et à ressentir ce qui est là. Moins j'ai besoin de ces stratégies. Et je vois que je suis beaucoup moins, par exemple sur les écrans. J'ai besoin beaucoup moins de regarder des séries. J'ai besoin beaucoup moins de manger plus que de raison. Et en fait, toutes ces stratégies-là qui étaient les miennes pendant des années, j'ai toujours su que ça servait à rien d'y aller par la volonté, parce que ça fait des effets yo-yo, parce qu'en fait, si on en a besoin, eh bien, à un moment donné, si on essaie par la volonté de réduire toutes ces choses-là, ben, en fait, ça finira par revenir vu qu'on en a besoin pour notre équilibre psychique. Mais par contre, le fait de vraiment résoudre le problème à la racine, c'est-à-dire de rentrer en lien empathique avec nos parts vulnérables, ça, c'est quelque chose qui permet durablement de ne plus avoir besoin de ces stratégies. De manière générale,
j'ai créé un guide gratuit qui permet de rentrer en lien avec soi-même, avec empathie, qui donne plusieurs exercices pour ça et qui permet de commencer vraiment ce chemin vers toi-même. Je te le mets en description et je trouve que c'est une très bonne manière de commencer avec des outils très simples à rentrer en lien avec soi-même. Donc hésite pas à le télécharger. Et vraiment cet évitement et cette anesthésie, c'est vraiment ce truc de ce qu'on ressent est trop fort et le protecteur nous dit: je vais t'aider à ne plus le sentir. Je vais t'aider à sentir autre chose, quelque chose de plaisant, quelque chose où tu sentiras peut-être l'inverse de ça. Je vais t'aider à te sentir rassuré, à te sentir bien et à pas sentir ce truc beaucoup trop fort qui est là en toi. Un autre protecteur, c'est la colère. Là, on en a déjà parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Et c'est vraiment comment est-ce que, quand il y a une partie vulnérable qui est activée, on va pouvoir activer ce protecteur de la colère pour se mettre en distance, pour, au lieu de se regarder soi et de se dire «Ah, je me sens pas bien, je me sens vulnérable», la colère, en fait, c'est l'autre le problème. Et on se dit, on est en train de regarder le problème au lieu de regarder la souffrance. On est en train de dire: «Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? Vraiment, tu ne devrais pas», et cetera. Et au lieu de regarder qu'est-ce qui est là qui fait souffrance, on va regarder qu'est-ce qui est là qui fait problème, réel ou imaginaire d'ailleurs. Et qu'est-ce qui ne devrait pas être là. C'est vraiment l'énergie de ça devrait pas exister et on n'accepte pas le réel tel qu'il est, parce que si on acceptait le réel tel qu'il est de, par exemple, cette personne, pour reprendre l'exemple précédent, m'a insulté, en fait, on reviendrait à: «Ah, je suis triste, je me sens honteux, je me sens nul», et ce serait trop dur, ça serait une espèce d'effondrement. En tout cas, il y a beaucoup de gens pour qui ce serait trop dur de ressentir ça. Et donc, on reste sur la colère qui nous permet de créer une distance et qui nous permet aussi de renforcer notre sens de notre existence, parce qu'en étant en colère, on se dit: «Ah mais en fait, j'ai de la valeur, je mérite pas qu'on me parle comme ça», et on va pas aller regarder la part de nous qui en fait, pense que, si on mérite, et parce qu'on est vraiment trop nul. Donc voilà, la colère, ça c'est vraiment aussi un protecteur très important. Un autre protecteur qui souvent existe, c'est l'hyperadaptation. Le fait de pas déranger, de s'adapter aux autres, d'être tout le temps le gentil, la gentille, et de tout le temps penser aux besoins des autres plutôt que de penser aux nôtres. Parce que quand on fait ça, on se décentre des choses qui peuvent nous faire souffrir et on va se centrer sur le besoin de l'autre. Et à partir de là, eh bien, on va être en protection, c'est-à-dire qu'on est protégé de nos propres parts vulnérables. Et le fait de se sentir facile, le fait de prendre soin des autres, d'être, tellement en lien avec leurs besoins qu'on va les deviner, ça permet de souvent se protéger de notre peur du rejet, de pas être aimé comme on est, de pas être accepté. Et en fait, ça va nous permettre de nous protéger de ça et de se dire: «En fait, déjà, je suis pas en lien avec mes besoins, donc je ressens pas, ce qui est là pour moi. Mais en plus, eh bien, je vais pouvoir être acceptée comme je suis. Mais en plus, je vais pouvoir être acceptée puisque je vais être tellement facile, tellement adaptée, tellement précieux pour l'autre parce que je m'adapte à tous ses besoins». Et puis on peut aussi se protéger, de la colère de l'autre ou de l'abandon, puisque quand on s'hyperadapte, eh bien, l'autre a priori ne nous en voudra pas puisqu'on sera déjà extrêmement facile et lisse pour lui et il va pas nous abandonner parce qu'on lui donne exactement ce dont il a besoin. Et le dernier protecteur dont je voulais vraiment parler, c'est l'empathie comme protection. Alors bien sûr, l'empathie, c'est quelque chose qui est très beau et qui est une qualité en soi, mais parfois on peut aussi s'en servir comme protecteur. Parce que l'empathie, c'est aussi, un peu comme l'hyperadaptation, le fait de ne pas se mettre à notre propre place et se mettre à la place de l'autre. Et dans une empathie, on va dire, qui est équilibrée, eh bien on se met à notre place et à la place de l'autre et on trouve quelque chose qui, on a de l'empathie pour soi et de l'empathie pour l'autre et on prend des décisions basées sur les deux. Ça, c'est quand on a une saine estime de soi-même et qu'on est suffisamment centré. Mais bien souvent, c'est autre chose qui va se passer parce que, en fait, les personnes, une manière de se protéger, imaginons quand quelqu'un a fait quelque chose qui nous a blessés, au lieu de se mettre en empathie avec soi-même et de se dire: «Oh là là, en fait, c'est difficile, je me sens pas bien, je me sens pas entendu, pas respecté, pas compris, et cetera. Je me sens nul, je me sens rejeté», eh bien, on va se mettre à la place de l'autre, ce qui va nous éviter de ressentir toutes ces parts de vulnérabilité et on va essayer, par exemple, de comprendre l'autre. De faire des hypothèses explicatives de pourquoi il s'est comporté comme ça. «Ah mais oui, c'est sûr, avec son enfance, le pauvre, la pauvre, oh là là, il a pas pu faire autrement». Ce qui est vrai bien souvent. Mais le fait d'utiliser ça comme protecteur, ça fait qu'on se décentre aussi de nos propres besoins, de nos propres émotions et qu'on prend pas soin de nous-mêmes. Et que on se retrouve dans un hyper altruisme
où on va constamment être dans le soin de l'autre et pas être dans le soin à soi. Ce qui est équilibré, c'est en effet d'avoir l'empathie envers l'autre et envers soi. Bien sûr que c'est équilibré de se dire, ben oui, l'autre peut-être ne peut pas faire autrement parce que son enfance, parce que etc. Mais si c'est équilibré avec, ah mais oui, j'ai ressenti ça et je peux prendre soin de moi, là, on est dans une zone où on est en sécurité émotionnelle. Alors là, on voit que les protecteurs, ils nous aident à plein de niveaux, mais bien sûr, il y a aussi un prix. Alors le premier prix des protecteurs, c'est que ces protecteurs, ils vont souvent nous détruire d'une manière ou d'une autre, ou détruire nos relations, comme c'est des protecteurs parfois qui peuvent être dans l'agressivité, soit par rapport aux autres, soit par rapport à nous-mêmes. En tout cas, ils vont avoir une composante d'agressivité et une composante de violence. Le contrôle, on cherche à contrôler l'autre. L'anesthésie, on va se déconnecter de nous-mêmes. Le perfectionnisme ou le critique intérieur, on va être violent envers nous-mêmes en se disant qu'on n'est pas assez bien, etc., etc. Et en fait, ça, c'est le premier prix à payer. C'est une forme de violence envers les autres et envers nous-mêmes. Parce que cette violence, c'est l'énergie qu'on met pour ne pas voir notre propre souffrance. Et le deuxième prix à payer, c'est justement de ne pas voir notre propre souffrance. C'est-à-dire que si on se protège, ce qui, à un moment donné, est nécessaire parce que ça nous permet de survivre, c'est vraiment ce qu'on appelle des stratégies de survie, en fait. On peut parler de mécanismes de défense. J'aime beaucoup parler de stratégies de survie parce que c'est des moments où on ne pourrait pas survivre si on restait en lien trop fort avec notre souffrance. Et pour avancer, eh bien, on doit s'en détacher. C'est-à-dire que pour un petit enfant, ou enfin pour un enfant tout court, si on voit à quel point on va mal alors qu'on n'a pas les ressources pour rencontrer ça, eh bien juste on va s'effondrer. Si on n'a pas des protecteurs, on va arriver à une forme de désespoir, à une forme de dépression. Et ça donne potentiellement des envies suicidaires et du désespoir de manière générale ou de l'angoisse très 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 forte. Et en fait, nos protecteurs, ils sont un rempart entre nous et la dépression et l'angoisse, entre nous et ce désespoir absolu de notre propre souffrance qui peut pas être prise en charge, qui peut pas être guérie à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment une question de survie, de continuer à avancer, que de pouvoir se protéger et ne pas ressentir notre souffrance. Et à un moment donné, quand on est dans un chemin de guérison, quand on est en sécurité, quand on n'est plus dans la survie, eh bien là, c'est là que c'est le moment de dire à ses protecteurs, ok, là maintenant c'est bon, là maintenant je suis en sécurité, je peux baisser les armes, je peux avoir d'autres stratégies parce que ce n'est plus le temps de la survie, c'est le temps de la vie, de l'épanouissement et de commencer à aller mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, ce qui est très contre-intuitif, les gens commencent à avoir des symptômes quand il y a de la sécurité qui s'installe dans leur vie. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple réel, un soldat sur le champ de bataille, eh bien, il ne doit pas sentir l'angoisse, il ne doit pas sentir le danger, sinon il ne peut plus se battre et se défendre. Donc, au moment où le soldat est sur le champ de bataille, eh bien, juste, il est dans l'action. Et s'il n'est pas dans l'action et qu'il cède à la panique, eh bien, probablement, il va mourir. Et donc, c'est le moment de la survie. C'est pas le moment pour ressentir et prendre soin de nos traumas et de nos souffrances. Et ce qu'on remarque, et on a remarqué ça pour la première fois dans les études qui ont été faites sur le trauma après la guerre du Vietnam, c'est que quand les soldats américains sont revenus chez eux, c'est là que tous les symptômes du trauma ont commencé à apparaître, avec les cauchemars, avec l'angoisse, avec les envies suicidaires, avec tous les symptômes du trauma, parce qu'ils étaient en sécurité. Et donc, comme ils n'étaient plus dans la survie, ils pouvaient commencer à ressentir à quel point ça avait été horrible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer dans la vie des personnes où, quand on commence à être, par exemple, dans une relation où on est en sécurité émotionnelle, qu'on commence à avoir un travail qui nous donne de la sécurité financière, qu'on commence à habiter seul alors qu'avant on habitait chez nos parents, enfin, toutes ces choses qui créent de la sécurité. Eh bien, c'est là que parfois les symptômes arrivent, alors qu'avant, il n'y avait pas de symptômes. Et c'est le signe que, en fait, on va pouvoir commencer à prendre soin des parts de nous qui sont blessées, qui sont vulnérables. C'est le signe que les protecteurs, ils commencent à devenir plus si nécessaires que ça.
puisque en fait ça les parts vulnérables commencent à se montrer, en fait, sous forme d'angoisse, sous forme de dépression, sous forme de on n'est plus dans la survie, il y a quelque chose qui lâche. Et donc du coup, parfois ça se passe comme ça, mais parfois simplement, on est en sécurité dans le présent, mais on continue à être hyper critique ou en colère ou dans l'anesthésie, et cetera. Et si on est en sécurité dans le présent, eh bien, on va pouvoir, via la thérapie ou via un certain nombre de choses qu'on peut faire pour prendre soin de nous, commencer à montrer à ces protecteurs qui sont plus si nécessaires que ça. Parce qu'en effet, le prix à payer des protecteurs, c'est qu'on prend pas soin des parts qui sont vulnérables et qui ont besoin d'être regardées, d'être aimées, d'être réconfortées et d'être guéries. Et donc, comment on fait quand on veut commencer ce chemin vers lâcher petit à petit les protecteurs et aller vers plus de sécurité intérieure? Eh bien, la première chose, c'est un peu l'objet de cette vidéo d'ailleurs, c'est de reconnaître ces protecteurs pour ce qu'ils sont et de les reconnaître avec gratitude. C'est-à-dire, quand les protecteurs ils arrivent, au lieu de s'énerver contre nous-mêmes à cause de nos défauts, eh bien de dire: «Ah, là il y a un protecteur. Là, je vois que le protecteur contrôle est là, le protecteur anesthésie est là, le protecteur hyper empathie est là». Et de commencer déjà à reconnaître ça et de se dire: «OK, là déjà, merci. Merci à ce protecteur d'être là. Je vois que ce protecteur essaie de me protéger contre quelque chose qui est là». Et ça peut être intéressant, au bout d'un moment, de commencer à voir: «OK, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que ce protecteur arrive? Quel est le déclencheur? Et de quoi ce protecteur est en train d'essayer de me protéger?» Déjà d'essayer de comprendre intellectuellement, mais ça peut aussi être d'entrer en lien avec soi-même et de voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, quand on essaie de voir dans quelles circonstances notre protecteur s'active, eh bien on peut commencer à imaginer, mais en fait c'est quoi la part vulnérable derrière qui était activée? Parce qu'en fait la part vulnérable, souvent on ne la ressent pas. C'est-à-dire que par exemple, si je me retrouve seule chez moi et que je commence à manger, on va avoir peut-être un bref instant où on ressent une espèce de vide et d'angoisse qui va faire que «Ah, il faut que j'ouvre le frigo et que je mange quelque chose». Mais parfois on arrive à totalement la squeezer, ne même pas ressentir ça, ne même pas ressentir la part vulnérable. Donc petit à petit, faire un peu d'espace en soi pour essayer de voir: «OK, c'est quoi la part vulnérable?» et d'y aller tranquillement. Parce que bien sûr, ça sert à rien de forcer parce que tant qu'on n'est pas en sécurité, on va pas aller voir ça. Donc y aller tranquillement, y aller dans la gratitude par rapport à nos protecteurs et pas la critique par rapport à nos protecteurs qui vraiment sont là pour notre survie et notre équilibre psychique. Et petit à petit, venir avec empathie, rencontrer ces parts vulnérables, regarder avec empathie les parts de nous, en fait, qui ont été blessées à un moment donné et qui sont encore là. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire avec plein de méthodes, c'est des choses qu'on peut faire avec plein de thérapies différentes. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent de ces différentes parts, qui parlent de ces différentes manières d'être blessé. Donc n'hésite pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne qui te donneront beaucoup de billes pour comprendre ça. Et encore une fois, dans mon guide gratuit, il y a aussi vraiment des ressources pour rentrer en lien avec toi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé à comprendre en quoi tes mécanismes de défense, ils sont vraiment là pour ton bien et pour te protéger et comment est-ce que petit à petit, en ayant de la gratitude pour eux, ils peuvent commencer à se détendre et à permettre de laisser la place pour vraiment guérir les parts blessées qui sont en dessous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos qui t'aident à t'aimer davantage et à rentrer en lien empathique avec toi-même et retrouver ta souveraineté. À bientôt.